L'année 2020 marque un tournant catastrophique dans la mystérieuse histoire de l'humanité. Cette année-là, des portails vers d'autres dimensions ont commencé à apparaître. Des portes ont commencé à apparaître, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire dans ce monde paisible. L'ouverture du portail a déclenché une terrifiante vague d'attaques qui menace la survie de la Terre. Les gouvernements humains du monde entier ont donc envoyé des soldats pour enquêter sur ceux qui se cachaient derrière les portails, mais étrangement, aucun d'entre eux n'a réussi à revenir après avoir franchi les portails. La situation est devenue encore plus chaotique lorsque les portails sont devenus rouges. Au même moment, toutes sortes de monstres sont apparus, avec une force écrasante qui a réduit à néant toutes les armes modernes. Dès lors, les monstres ont commencé à massacrer les humains sans distinction. Cependant, au milieu du chaos, quelques humains sélectionnés ont reçu des dons sous forme de force et de compétences de la part d'êtres transcendants. Ils étaient connus sous le nom de chasseurs, dotés de pouvoirs extraordinaires pour combattre les monstres et sauver l'humanité. L'extinction de l'humanité. Avec les chasseurs en première ligne, l'humanité a commencé sa contre-attaque. Le salut de l'humanité semble désormais être entre les mains de chasseurs puissants, dotés de divers pouvoirs leur permettant de combattre les monstres. Parmi ces innombrables chasseurs, il y avait un personnage extraordinaire connu sous le nom de Roi Démon, qui se distinguait des autres chasseurs par sa capacité à se développer de manière indépendante grâce à la chasse, et par ses qualités particulières de joueur. Les soldats immortels et la domination du feu ne sont que deux exemples des nombreuses manifestations des chasseurs. Mais l'immense pouvoir que possède ce seigneur démon est redouté même par les 12 héros dotés de pouvoirs extraordinaires qui se font appeler dieux. Cependant, grâce à l'influence des 12 plus grands héros, les héros dont la force avait été largement surpassée par ce roi démon ont commencé à s'unir et à se battre contre le roi démon, l'effaçant de l'histoire. Ceux qui avaient été appelés dieux décidèrent de créer quelque chose de nouveau, qu'ils appelaient Eden. Depuis, les chasseurs sont considérés comme une nouvelle sous-espèce humaine, et ceux qui ne peuvent pas devenir chasseurs sont considérés comme des esclaves. Depuis que le monde est entièrement dominé par les chasseurs, les personnes incapables d'éveiller leur pouvoir sont constamment victimes d'humiliation et de discrimination. 100 ans se sont écoulés depuis que le seigneur démon a été effacé de l'histoire. L'attention se porte sur le personnage principal, Lee Jun-kyung, qui s'entraîne avec son mentor Sung Gu-hyung pendant cette session d'entraînement. Sung Gu-hyung a révélé que Lee Jun-kyung faisait partie des malheureux qui n'avaient pas encore réveillé leur capacité de chasseur. Malgré l'absence d'éveil, Lee Jun-kyung a refusé d'abandonner et a continué à s'entraîner sans relâche, dans l'espoir d'attirer l'attention de partisans qui pourraient l'aider à s'éveiller. Mais après des années d'entraînement sous la tutelle de Sung Gu-hyung, il n'y avait aucun signe de progrès. Lee Jun-kyung commença à se sentir désespéré et à douter de la valeur de ses efforts. C'est à ce moment-là que Sung Gu-hyung se rendit compte des difficultés de Lee Jun-kyung. Il l'a giflé et lui a rappelé sa véritable motivation pour devenir chasseur, pour défier le système de discrimination pratiqué par l'Eden et les chasseurs. Lee Jun-kyung est revenu à la réalité et a redoublé d'efforts pour réaliser son rêve. Seung Gu-hyung a convaincu Lee Jun-kyung qu'il deviendrait un jour chasseur et lui a rappelé de toujours garder sur lui le livre laissé par ses parents. La très importante autobiographie du roi des démons. Bien qu'il n'en comprenne pas le contenu, Lee Jun-kyung l'emporte toujours avec lui. Lee Jun-kyung emporte toujours un livre avec lui, comme le lui a demandé son professeur. Soudain, leur conversation est interrompue par une attaque venant d'en haut. Mais l'instinct de Seung Gu-hyung lui permet de sauver Lee Jun-kyung. Il est révélé plus tard que l'attaque a été lancée par une femme nommée Athéna, qui est en fait l'un des 12 héros de l'Éden. Son immense force montre clairement qu'il est une force avec laquelle il faut compter, ce qui a poussé Lee Jun-kyung à se recroqueviller de terreur rien qu'en regardant le héros d'Éden. Athéna n'a d'abord pas soupçonné que Lee Jun-kyung n'avait peut-être pas le livre qu'elle cherchait, après avoir appris que Lee Jun-kyung n'avait absolument aucune magie dans son corps. Mais après avoir rencontré Lee Jun-kyung, elle a senti que ce dernier possédait de la magie, même de façon infime, ce qui a donné à Athéna un sentiment étrange, et elle demande à Lee Jun-kyung de lui révéler tous les objets qu'il lui a cachés. Son intuition s'avère exacte. Lorsqu'elle découvre que Lee Jun-kyung possède l'autobiographie tant convoitée du Seigneur des démons. Les faits ne doivent pas être connus du public. Et toute personne possédant ou connaissant la moindre parcelle de cette information sera détruite. Athéna est très en colère et déclare que Lee Jun-kyung ne mérite pas la pitié et qu'il devait être condamné à mort pour avoir possédé un livre ou des connaissances sur des rois démons qui avaient été effacés de l'histoire.
L'attaque a été stoppée par l'intervention de Sung Gu-hyung. Ici, Lee Jun-kyung a été témoin de l'étonnante démonstration de force de Sung Gu-hyung, qui a facilement jeté l'un des 12 plus grands héros dans un coin éloigné. La force de Sung Gu-hyung laissa Lee Jun-kyung pantois. Il se demandait quelle était la véritable identité de Sung Gu-hyung. L'impossibilité de la situation poussa Lee à rester silencieux, ressentant la gravité de la situation. Sung Gu-hyung pose alors une question qui fait réfléchir Lee Jun-kyung. Et s'il acquiert un grand pouvoir, peut-il changer le système mondial? Au début, Lee Jun-kyung était dubitatif, car il n'était même pas un chasseur, et il avait perdu confiance en lui après avoir été témoin de l'extraordinaire pouvoir d'Eden. Mais lorsqu'il a observé la force extraordinaire de Sung Gu-hyung, Lee Jun-kyung a pris de l'assurance et a réalisé qu'il pouvait faire une différence dans le monde en promettant de tenir sa parole. Lee Jun-kyung accepte de relever le défi proposé par Sung Gu-hyung. Sung Gu-hyung sourit en entendant la détermination et la promesse de Lee Jun-kyung. Il savait que Lee Jun-kyung avait le potentiel nécessaire pour changer le monde, même s'il n'était pas un chasseur. C'est pourquoi Sung Gu-hyung, sans hésiter, sortit son épée et tua Lee Jun-kyung sur le champ. Lee Jun-kyung rendit son dernier souffle. Et dans un éclair, Lee Jun-kyung fut englouti par une intense lumière jaune et blanche irradiant de son corps. Dans un état de confusion totale, Lee Jun-kyung ne savait pas ce que Sung Gu-hyung lui avait fait. Mais au même moment, un message système apparaît pour exécuter le contrat. La chute du ciel soutient Lee Jun-kyung. Ce message montre la signification inquiétante de ce que Sung Gu-hyung lui a fait. Lee Jun-kyung se retrouve soudain transporté dans un lieu inconnu et entouré de mystères. Alors qu'il fait le point sur son physique, il prend conscience de l'immense puissance qui coule dans ses veines, signe qu'il s'est éveillé et qu'il est devenu un chasseur. Lee Jun-kyung regarde autour de lui et commença à s'apercevoir qu'il avait été transporté à l'intérieur des portes. Cette constatation le glaça jusqu'à l'os dès qu'il se retrouva face à face avec des gobelins, créatures dont il n'avait entendu parler que par le bouche à oreille, ce qui le fit reculer de peur et chercher le sanctuaire, tout en confirmant le fait qu'il se trouvait bien à l'intérieur de la porte du donjon. Qu'il se trouvait actuellement à l'intérieur de la porte du donjon. Après s'être souvenu des paroles de Sung Gu-hyung, Lee Jun-kyung trouva le courage d'attaquer. Bien qu'il soit un chasseur débutant, il avait suivi 1 an d'entraînement sous la tutelle de Sung Gu-hyung. Guidé par le professeur et la détermination dans son cœur, Lee Jun-kyung se prépara à attaquer. Lee Jun-kyung se prépara à combattre le gobelin en face de lui en s'élançant vers l'avant. Il se retrouva à donner de façon inattendue un coup de poing si puissant qu'il atterrit en plein sur la tête du gobelin jusqu'à ce qu'il soit étonné de sa force actuelle, car le coup qu'il donna fut fatal, et le gobelin tomba au sol sans vie. Lee Jun-kyung resta dans le doute, incapable de croire à la nouvelle force qui coulait dans ses veines. Après avoir habilement expédié son premier gobelin, une notification système apparut pour informer Lee Jun-kyung que la chute des cieux surveillait de près ses progrès. En se rappelant les mots de tout à l'heure, Lee Jun-kyung comprit que la chute des cieux était le soutien du roi démon. Retour à la terreur alors que des vagues de gobelins s'abattent sur la zone menée par l'imposant chef gobelin dont la simple présence fait trembler Lee Jun-kyung. Alors que la panique fait douter Lee Jun-kyung de sa capacité à vaincre la monstrueuse créature, il se demande s'il n'est pas en train de mordre plus qu'il ne peut mâcher. Des recherches approfondies ont montré que le chef gobelin restait un boss de donjon redoutable et qu'il fallait au moins un chasseur de rang C pour le traquer. Même s'il venait tout juste d'être ressuscité, ce qui représentait un défi de taille pour Lee Jun-kyung. Pour surmonter sa peur, Lee Jun-kyung refuse d'abandonner et combat les monstres, même s'il doit risquer tout ce qu'il a. C'est ainsi qu'il a chargé, s'avança et trancha plusieurs gobelins, les dominant dans sa position. À chaque gobelin vaincu, le niveau de Lee Jun-kyung augmentait, le rendant plus fort. Soudain, au milieu de la bataille, la chute du ciel manifesta son soutien en lui conférant l'autorité de la règle du feu. Lee Jun-kyung s'empresse d'utiliser son arme et attaque le chef des gobelins, bien décidé à le terrasser. Lance en main, il parvient à tuer les monstres qui remontent en niveau. Épuisé par ce combat acharné, Lee Jun-kyung finit par s'évanouir d'épuisement. Mais pas avant d'avoir remporté une victoire à l'arraché. Heureusement, dans cette situation d'inconscience, Lee Jun-kyung a été trouvé par un autre chasseur qui l'a aidé. Alors qu'il reprend lentement conscience, il se rend compte qu'il est à l'hôpital et qu'il reçoit des soins. Alors qu'il tente de comprendre la situation, il entend l'une des infirmières présentes mentionner la guilde de la Ligue. Il pense que la guilde de la Ligue a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme.
a sauvé Lee Jun-kyung. Réalisant à quel point il a failli perdre la vie, il est bouleversé et reconnaissant de cette intervention opportune. Alors qu'il tente de retrouver ses repères, Lee Jun-kyung ne peut s'empêcher de s'interroger sur cette année. L'infirmière a senti sa confusion en lui disant qu'il s'agissait de 2022. C'était une nouvelle surprise pour Lee Jun-kyung. Il n'arrivait pas à y croire, et ne s'attendait pas à être projeté dans le passé, ou plus précisément il y a 98 ans, et il essayait encore d'assimiler le fait. Il avait raté une centaine d'années. En se renseignant davantage, il apprit que de nombreux chasseurs exceptionnels étaient apparus au cours de cette année, chacun rivalisant pour se faire un nom. Cette année est tout particulièrement considérée comme l'âge des héros. Dès que Lee Jun-kyung a découvert la corruption du système de discrimination, il est passé à l'action, animé d'un désir ardent de faire changer les choses. Il refuse de rester les bras croisés et de regarder d'innombrables vies innocentes détruites par les injustices. Perpétrées par ceux qui détiennent le pouvoir, il est déterminé à se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Sans hésiter, Lee Jun-kyung met son plan à exécution, déterminé à devenir plus fort que les 12 héros transcendants qui contrôlent le système, pour finalement devenir connu sous le nom d'Eden. Il sait que la route sera longue et dangereuse, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre son but. Cependant, avant de pouvoir commencer sa mission, il doit guérir de ses anciennes blessures. Il se concentre sur sa guérison, déterminé à revenir plus fort et plus déterminé que jamais. Un après-midi, Lee Jun-kyung reçoit la visite d'un certain Kim, qui se présente comme un membre de l'association. Kim arrive, exigeant de savoir qui est Lee Jun-kyung et pourquoi il a franchi le portail seul. Lee Jun-kyung dit qu'il est apparu soudainement à la porte, incapable de se rappeler quoi que ce soit de son passé. Il a gardé pour lui la vérité sur le fait qu'il a été projeté dans le passé. Et sans raison apparente, il a voulu utiliser le nom du démon. King Lee Jun-kyung. Kim décide de revoir Lee Jun-kyung plus tard, dans l'espoir de découvrir la vérité sur ce mystérieux nouveau venu. Après le départ de Kim, Lee Jun-kyung vérifie son statut et découvre qu'il a le même statut de joueur que le roi des démons. Contrairement aux chasseurs qui ont besoin de soutien ou de sponsors pour devenir plus forts, les joueurs ne peuvent devenir plus forts qu'avec leur propre force. Il est devenu la seule personne à pouvoir devenir plus fort en chassant, le roi démon. Aujourd'hui, Lee Jun-kyung est un joueur. Son esprit s'emballe pour toutes les possibilités qui s'offrent à lui alors qu'il essaie de comprendre son nouveau pouvoir. Il est à la fois excité et effrayé, et ne sait pas ce que cela signifie pour son avenir. Mais une chose est sûre, il est déterminé à utiliser son nouveau pouvoir pour provoquer le changement et créer un avenir meilleur pour lui et ceux qui l'entourent. Alors que Lee Jun-kyung se remet à l'hôpital, il a du mal à contenir son excitation. Il sait que son plan est enfin à portée de main et il est impatient de le réaliser. Après plusieurs jours de repos et de convalescence, il a été autorisé à quitter l'hôpital et à rentrer chez lui. En se promenant dans Lee Jun-kyung est frappé par l'énergie vibrante de la ville. Il est ravi de découvrir qu'il a été projeté dans l'ère des héros et se retrouve au centre-ville, où les chasseurs se rassemblent. Alors qu'il est en train de tout assimiler, il est abordé par Kim, membre de l'association. Kim est intrigué par l'état inhabituel de Lee Jun-kyung et l'invite à rejoindre l'association. Kim propose à Lee Jun-kyung de lui donner un nouveau lieu de vie et une identité. Il est impressionné par les réalisations de Lee Jun-kyung et le félicite d'être devenu chasseur. En tant que personne née avec un tel potentiel, Lee Jun-kyung recevra un traitement spécial. Lee Jun-kyung bénéficiera d'un traitement spécial, d'un soutien et de ressources qui l'aideront à développer ses compétences et à réaliser son potentiel au sein de l'association. Kim a reconnu qu'un individu doté de talent et de capacités comme Lee Jun-kyung était rare et qu'il avait du potentiel. Lee Jun-kyung a le potentiel pour devenir un chasseur puissant, capable de faire des gains significatifs et d'apporter des contributions au monde. Lee Jun-kyung est arrivé dans sa nouvelle auberge et a été surpris par la qualité des installations fournies. Kim l'informe que quelqu'un meurt d'envie de le rencontrer. La curiosité de Lee Jun-kyung a atteint son paroxysme lorsqu'il a enfin rencontré la personne en question. Il est heureux d'apprendre qu'il s'agit de Sung-gu-hyung, le très respecté maître de guilde de la Guild League et ancien professeur de Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung a du mal à croire à sa chance de retrouver son ancien mentor. Alors que Lee Jun-kyung réfléchit à un message énigmatique de son mentor venu du futur, il conclut peu à peu que l'orchestration de son voyage dans le temps par Yang dépend de la motivation de cette action. Il est clairement motivé par son engagement inébranlable à construire un ordre mondial juste et harmonieux. Bien qu'il ne puisse pas divulguer l'information à d'autres personnes, Lee Jun
Lee Jun-kyung a ressenti un grand sentiment. Lee Jun-kyung s'est endetté pour se protéger d'un avenir sombre et incertain. Lee Jun-kyung a finalement réalisé que Sung-gu Hyung était un héros qui avait été oublié parce que les gens pensaient qu'il était mort. Heimdall Yo Sung-gu. Les yeux de Lee Jun-kyung s'écarquillent lorsqu'il reçoit les instructions pour sa prochaine mission. Il apprend qu'il doit participer au cours d'initiation pour les chasseurs en activité afin de trouver des individus talentueux qui pourraient aider l'association des chasseurs dans sa quête. Le chasseur de rang BAE Sang-soo, qui participe actuellement au cours, donne des conseils aux participants afin de leur permettre de relever tous les défis qui se présenteront à eux à l'avenir. Les chasseurs ont fait preuve d'un enthousiasme débordant, alimenté par la perspective d'entrer dans le premier syndicat du pays. Alors que le tutorat approche, Sang-soo pose à certains chasseurs une question qui fait réfléchir, leur demandant d'expliquer la raison de la mort de Sung-gu Hyung. En accordant aux chasseurs un pouvoir immense, les chasseurs se sont retrouvés à court de mots, incapables de trouver une explication. Pour ce mystérieux moment de clarté soudaine, Lee Jun-kyung a exprimé son opinion en indiquant que le supporter l'avait fait à des fins de divertissement. Comme dans un monde virtuel où l'on choisit un personnage et où l'on observe sa croissance et son développement. La réflexion de Lee Jun-kyung porte ses fruits, comme il l'a fait en assistant à la bataille féroce du roi démon dans sa vie passée. Pendant ce temps, le tutoriel a commencé. Le défi semblait simple. Chaque chasseur devait combattre un groupe de gobelins préparés à l'avance. Au début, les chasseurs sont très attentifs à la tâche, mais ils tremblent de plus en plus. Les chasseurs se demandent comment faire face à un gobelin isolé. Cependant, Sang-soo enflamme leurs craintes. Les gobelins ont subi un lavage de cerveau et sont donc incapables de faire du mal aux humains, ce qui incite les chasseurs restants à demander des renforts, c'est-à-dire à réitérer qu'il sera sur place. Le tutoriel officiel commence. En cours de route, les chasseurs varient grandement. Début du didacticiel officiel. En cours de route, les chasseurs varient grandement, au gré de leurs expériences individuelles. Certains sortent victorieux, tandis que d'autres n'atteignent pas leur but. Lee Jun-kyung, comme ses collègues, doit relever le défi de vaincre des adversaires puissants. Mais alors que d'autres affrontent des gobelins classiques, la tâche de Lee Jun-kyung est plus ardue. Il doit affronter de redoutables orques. Des ennemis qui représentent des défis bien plus importants que ceux auxquels sont confrontés ses collègues, qui ont peu d'expérience dans le combat, et encore moins dans la défaite de créatures aussi puissantes. Sang-soo explique que Lee Jun-kyung a déjà affronté et vaincu des monstres de haut rang. Même si c'est le chasseur débutant qui lui a donné la confiance et la capacité de se tenir face à des monstres de rang C, même si la tâche était sans aucun doute difficile, Sang-soo pensait que Lee Jun-kyung était capable d'y faire face. Dès que le duel commença, Lee Jun-kyung ne perdit pas de temps et lança une attaque à l'aide de sa fidèle lance. La lance pénétra le bras de l'orque, mais malheureusement, l'attaque n'eut aucun effet. L'orque accula Lee Jun-kyung au pied du mur. Sang-soo était prêt à intervenir, mais à la surprise générale, Lee Jun-kyung exécuta une manœuvre rapide et agile qui lui permit de renverser facilement l'orque. La puissance de sa lance s'est brisée et n'a pas pu résister à la force de Lee Jun-kyung. Cet après-midi-là, Hyun et Kim ont rendu visite à Lee Jun-kyung. Fait intéressant, il fut révélé que Kim était une femme et non un homme. L'association a nommé Kim comme assistante de Lee Jun-kyung. Yeo Sang-gu Hyun s'est également senti à l'aise lorsque Sang-gu a proposé à Lee Jun-kyung de rejoindre la guilde de la Ligue. Lee Jun-kyung a poliment refusé. Kim sait que sa décision n'était pas motivée par l'arrogance, mais par son engagement envers le plan, qui l'obligeait à se tenir à distance de Sang-gu Hyun et de ses amis. Malgré l'insistance de Sang-gu Hyun, par exemple, Lee Jun-kyung est resté fidèle à ses convictions, déterminé à protéger ses projets futurs des complications potentielles qui pourraient résulter d'une telle union. Il craignait que toute tentative d'union ne complique ses projets futurs. L'offre généreuse de Lee Jun-kyung, malgré l'invitation de Hyung, a été refusée. Ce refus témoigne de l'altruisme et du dévouement de Lee Jun-kyung à ses propres projets. Cela en dit long sur son caractère et sa loyauté envers les personnes qu'il respecte. Hyung, touché par la sincérité de Lee Jun-kyung, lui exprime sa gratitude et son admiration, et promet de s'en souvenir si le besoin d'aide se fait sentir à l'avenir. Cet échange nous rappelle que, même dans un environnement compétitif et impitoyable, la gentillesse et la coopération peuvent faire beaucoup. La gentillesse et la coopération peuvent contribuer grandement à l'établissement de relations solides et à la réussite de l'entreprise. Lee Jun-kyung et Hyung engagent la conversation avec Lee Jun-kyung, qui lui rend l'appareil en proposant son aide à Lee Jun-kyung,
Lee Jun-kyung. Il a exprimé sa volonté d'aider en disant « Si vous avez besoin d'aide, je serai heureux de vous aider ». Même s'il venait de rencontrer Young, il se sentait déjà familier avec Lee Jun-kyung, comme s'il s'agissait d'un lien entre frères. Le lendemain, Lee arriva à l'examen de passage du tutoriel qui se déroulait à l'intérieur de la porte. Même s'il était un débutant, lui et les autres chasseurs n'avaient aucune raison de s'inquiéter, car lui et ses camarades ne pouvaient pas se permettre d'être expérimentés. Des chasseurs de rang B expérimentés et forts, ils ont franchi la porte sans tarder et se sont intégrés à l'humidité inattendue, différente de celle à laquelle ils étaient habitués. La raison de ce changement d'atmosphère réside dans les nombreux miracles présents à la porte que Sang-soo et ses amis sont sur le point de découvrir. Sous la direction de leur chef, ils se frayent un chemin avec passion pour relever les défis qui les attendent. Une chef de groupe de chasseurs expérimentés, forte de ses nombreuses années d'expérience, joue le rôle de guide et de mentor pour le groupe de novices. Elle guide le groupe vers le bon chemin. Le guida sur le chemin avec confiance, partageant sa connaissance du terrain et des monstres qui les attendaient. Lorsqu'il rencontre le premier monstre, un gobelin tapi dans l'ombre, le chef demande aux débutants d'être prudents et de ne pas sous-estimer leurs adversaires. Alors que le groupe se prépare à engager le combat, c'est au tour de Lee Jun-kyung de recevoir des instructions d'attaque. D'un élan rapide, il fonce, sa lance serrée dans la main, il se déplace rapidement et la précision de ses mouvements est fluide. D'un seul geste, il enfonça sa lance dans la horde de gobelins, les coupant tous en deux avec facilité. Les autres recrues furent impressionnés par l'habileté et la dextérité de Lee Jun-kyung. Sa rapidité et sa vivacité d'esprit leur ont laissé une impression durable, et ils lui vouent un nouveau respect. Le chef en particulier a été impressionné par la force de Lee Jun-kyung, notant qu'il était proche du rang B. Après l'épreuve, il décida de recruter Lee Jun-kyung, reconnaissant son potentiel en tant qu'homme de main. Grande valeur. Au bout d'un moment, ils atteignirent la zone du donjon principal où le chef demanda à toutes les recrues de préparer leurs potions et leur équipement pour le combat à venir. Le chef a insisté sur le fait que les recrues devaient utiliser toute leur force si elles voulaient vaincre le donjon du boss. Lee Jun-kyung, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de penser que le roi démon avait les mêmes capacités qu'un joueur, mais qu'il avait été vaincu par les 12 héros avant d'avoir pu atteindre son plein potentiel. Il a compris que la clé pour éviter une telle tragédie était de devenir plus fort et de devenir un joueur expérimenté. Fort de cette détermination, Lee Jun-kyung a promis d'utiliser toutes ses connaissances et compétences pour devenir un joueur fort et changer l'issue d'incidents similaires à l'avenir. Dès qu'ils pénétrèrent dans la zone du donjon boss, un sentiment d'inquiétude s'empara de tous les joueurs, choqués par l'augmentation significative du niveau de la porte. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander quel genre de boss redoutable les attendait. Sentant leur agitation, le chef s'adresse au groupe et demande aux novices de se préparer à s'échapper de la porte. Soudain, une énorme boule de feu surgit de l'avant et se précipite sur eux à une vitesse effrayante. Sang-soo sait qu'il doit agir vite. Utiliser sa formidable compétence croque de vipère pour repousser les attaques enflammées. Mais malgré ses vaillants efforts, l'impact de l'incantation se répercute dans toute la zone, laissant tout le monde ébranlé et attentif à ceux qui est encore à venir. Alors que Sang-soo bloque les attaques enflammées, son armure colle à chaque impact et son visage est empreint d'une détermination féroce. Malgré ses efforts, quelques flammes parviennent à franchir ses défenses, suscitant l'inquiétude des chasseurs novices. Pourtant, dans les moments de véritable courage, Lee Jun-kyung s'avance par derrière. Avec des gestes rapides et sûrs, il souhaite avec expertise que les braises restantes disparaissent, calmant les novices et ajoutant une nouvelle couche de respect à sa réputation déjà impressionnante. Alors que le groupe reprenait son souffle, une notification est apparue sur l'appareil de Lee Jun-kyung. Il s'agissait d'un message d'un supporter appelé The Fall of Heaven, lui demandant de vaincre le boss du dernier donjon, le redoutable grand sorcier gobelin. C'est avec un mélange de joie et d'inquiétude que Lee Jun-kyung accepte le défi, sachant que cette bataille sera le test ultime de ses compétences. Mais il est déterminé à en sortir victorieux et à ajouter une nouvelle réalisation impressionnante à son palmarès qui ne cesse de s'allonger. La magie de feu à longue portée de l'archimage gobelin le distingue des autres boss et fait de lui un adversaire redoutable pour tout chasseur qui le reconnaît. Vu la gravité de la situation, seul le chef a les compétences nécessaires pour faire face à cet ennemi de feu. Mais Lee Jun-kyung, encouragé par le défi lancé par le supporter, s'est lancé sur le champ de bataille pour montrer une détermination inébranlable à faire ses preuves, quels que soient les risques de la mission. Bien qu'hésitant au début, le président finit par succomber à l'aide de Lee Jun-kyung.
de Lee Jun-kyung, qui laisse la responsabilité des meurtres aux jeunes chasseurs. Lee Jun-kyung est confronté à son plus grand défi, vaincre le grand gobelin magicien et en sortir victorieux lorsque Lee Jun-kyung résiste courageusement aux attaques magiques du gobelin de feu. Il évalue rapidement la situation et se prépare à se défendre. Sans crier gare, 3 puissantes attaques de magie de feu avancées lui sont lancées, mais Lee Jun-kyung ne bronche pas. Au contraire, il leva son bouclier d'une main ferme et se prépara à l'impact. Par un merveilleux retournement de situation, le feu sembla être absorbé par son corps, laissant Lee Jun-kyung indemne. Avec une confiance renouvelée, Lee Jun-kyung fonce, déterminé à affronter l'archimage gobelin, mais sa progression est soudain bloquée par un obstacle qui menace de faire dérailler ses plans. Malgré ses revers, Lee Jun-kyung reste déterminé, car il possède les compétences nécessaires pour vaincre les ennemis les plus redoutables. La lance de Lee Jun-kyung brillait, et la lumière vacillait. En hurlant avec confiance à travers l'aura de feu qui enveloppait son arme, il brisa la barricade du boss en un instant, choquant ses camarades avec sa puissance implacable à travers l'archimage gobelin jusqu'à ce qu'il gît mort à ses pieds. Ce faisant, le supporter de la mission Fall of Heaven a réussi sa mission, ce qui a complètement impressionné le système par ses prouesses. Lee Jun-kyung a ainsi eu l'occasion d'invoquer des monstres pour lui-même. À la fin de l'examen, le chef s'est empressé de faire son rapport au président de l'association, l'a régalé de récits sur le talent et le potentiel extraordinaire de Lee Jun-kyung et a exhorté le président à saisir l'occasion de tirer le meilleur parti de ses capacités. Le président de l'association a immédiatement demandé des recrues lorsqu'il a appris l'existence de Lee Jun-kyung. Après avoir quitté le bâtiment, Kim et Heung ont rencontré Lee Jun-kyung. Kyung lui demande si une guilde l'a recruté, ce à quoi Lee Jun-kyung répond qu'il a été recruté par le chef d'une guilde. La veille, il a refusé de participer à l'examen. Lee Jun-kyung ne voulait pas rejoindre une guilde parce qu'il voulait éviter quelqu'un dans l'association. S'il rejoint une guilde, son identité risque d'être dévoilée. Kyung a donc invité Lee Jun-kyung à dîner pour fêter son succès sans se soucier des questions d'identité. Au retour de la soirée, Lee Jun-kyung a ouvert la fenêtre de démarrage. Lee Jun-kyung a ouvert le menu de démarrage pour analyser sa force. Il fut surpris de voir qu'il avait atteint le niveau 11 et qu'il avait la possibilité d'invoquer l'avatar. L'invocation d'avatar n'était pas chose courante parmi les chasseurs normaux, et seuls quelques-uns des 12 héros pouvaient le faire. Lee Jun-kyung était curieux et a essayé d'invoquer son avatar, mais nous ne savons pas encore à quoi il ressemble. De plus, Kim a surpris Lee Jun-kyung en lui annonçant qu'il avait fait la une des journaux, mais son identité n'a pas été révélée. Mais comme d'habitude, Lee Jun-kyung a rapidement répondu à la demande de Kim Chung, lui demandant de préparer des raids de donjons à conquérir. Le lendemain, Lee Jun-kyung a rapidement nettoyé le donjon que Kim avait préparé pour lui. Bien qu'il ait vaincu à lui seul des monstres comme les gobelins, il a pu terminer 4 donjons en quelques jours seulement. C'est assez surprenant. La chute du paradis est satisfaite de votre performance, car vous avez travaillé dur et vous avez réussi à monter en niveau aujourd'hui. C'est alors que nous avons trouvé l'avatar précédemment appelé Lee Jun-kyung, qui était un bracelet en forme de crâne. Lee Jun-kyung pensait que cet avatar aurait la capacité de dévorer les âmes des monstres après les avoir vaincus dans le donjon, mais ce n'était pas le cas. Lee Jun-kyung a également posé des questions sur le prochain donjon. Kim expliqua que tous les donjons avaient été loués par une nouvelle guilde populaire appelée l'Armée du Nord. On disait que la guilde du Nord avait loué jusqu'à 20 donjons de bas niveau pour s'entraîner. Après avoir remarqué cela, Lee Jun-kyung demanda si le maître de guilde de la guilde du Nord était Choi Yong-seong. Oui, c'est confirmé. Lee Jun-kyung était choqué, car avant de venir ici, Choi n'était qu'un super débutant. Mais maintenant, il avait formé une guilde relativement puissante. Cela a encore plus surpris Lee Jun-kyung, car il savait que Choi deviendrait célèbre à l'avenir en tant que l'un des 12 héros et qu'il serait surnommé le roi de la guerre. Gunther est un individu maléfique qui est prêt à tuer de nombreuses personnes pour servir ses propres objectifs. Le lendemain, alors qu'il est sur la route, Lee Jun-kyung tombe sur 2 chasseurs oppressifs. Il intervient rapidement et met fin à leur comportement stupide, leur reprochant tout. La légion de chasseurs riposta en lançant leur première attaque, mais Lee Jun-kyung put la contrer en les projetant en arrière. Alors que Lee Jun-kyung se tenait au-dessus de l'individu inconscient, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de frustration. Il s'était toujours targué de respecter les règles établies par l'association. Mais ici, il était contraint de recourir à la violence et à la violence.
contre des adversaires qui ont enfreint l'une des règles les plus élémentaires. En regardant les spectateurs choqués, il savait que cet incident ne passerait pas inaperçu. Après avoir rapidement retrouvé son calme, Lee Jun-kyung se tourna vers Kim, son homme de confiance, et lui demanda d'amener les deux hommes à l'association. Mais les mots suivants de Kim le prirent au dépourvu. « La guilde de l'armée du Nord », murmura-t-il. Lee Jun-kyung était plongé dans ses pensées. Il connaissait très bien la réputation sulfureuse de la guilde, et l'idée de créer des représailles lui glaçait le sang. Malgré ses craintes, Lee Jun-kyung sait qu'il n'a pas d'autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. Lorsque Lee Jun-kyung a entendu les accusations portées contre lui, son cœur s'est effondré. A-t-il vraiment rapporté l'incident directement à l'association, sans même essayer d'arranger les choses avec Lee Jun-kyung d'abord? Malgré sa confusion, Lee Jun-kyung savait qu'il devait rester calme. Il connaît le danger d'être pris pour le coupable, surtout dans une situation aussi grave. Alors qu'il se défend contre les accusations, il présente son cas de manière claire et logique. Refusant de se laisser dominer par ses émotions. Alors que le débat s'éternise, il semble que tout espoir soit perdu. Il semble enfin que tout espoir soit perdu. Lee Jun-kyung se souvient d'une chose qu'il a apprise au cours d'expériences passées qu'il a vécues contre lui, et apprend l'importance d'avoir des preuves tangibles pour étayer ses affirmations. Sans hésiter, il sort de sa poche un vieil enregistreur. En sortant du bâtiment de l'association, Lee Jun-kyung aperçoit Kim et l'attend. Il était soulagé de voir des alliés de confiance, sachant qu'il pouvait compter sur eux pour le soutenir. L'homme d'âge moyen s'approcha de Lee Jun-kyung d'un air désolé. Lee Jun-kyung ressentit un mélange d'émotions telles que la confusion, la colère et un soupçon de sympathie. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait menti et l'avait accusé de mentir. Il l'accuse d'avoir agressé un marchand, mais il sent que l'histoire ne se résume pas à ce qui a été révélé lors du procès de l'association. L'homme explique qu'il a été contraint de porter de fausses accusations par l'armée du Nord pour assurer la sécurité de son fils. Lee Jun-kyung éprouve de la sympathie pour cet homme qui connaît le lien que certaines guildes utiliseront pour exercer leur influence. Avant que Lee Jun-kyung ne puisse répondre, Kyung s'est avancé pour prendre la relève en tant que maître de la guilde. Il avait la réputation d'être dur mais juste, et Lee Jun-kyung le savait. Il pouvait toujours compter sur lui pour gérer des situations comme celle-ci avec grâce et autorité. Mais les choses ont empiré lorsque Choi, un membre de l'armée du Nord, s'est avancé et a serré la main de Kyung. La force de sa poigne était telle que la main de Kyung s'est brisée et Lee Jun-kyung a senti la tension monter dans l'air. Kyung ne bronche pas, même s'il croise le regard de Choi, l'avertissant avec détermination que s'il importune encore Lee Jun-kyung, il le tuera. Il sera prêt à y faire face. Le lendemain, Kim informe Lee Jun-kyung que l'affaire a été réglée la veille et que l'armée du Nord a payé l'amende. Lee Jun-kyung n'est pas surpris car il sait que Choi deviendra corrompu à l'avenir. Cependant, Lee Jun-kyung n'est pas surpris. Lee Jun-kyung trouvait étrange que l'armée du Nord n'aille pas plus loin. En tant que tueur impitoyable qui ne recule jamais devant un défi, Lee Jun-kyung s'est rendu compte de cette situation et s'en est méfié. Il demande à Kim de surveiller de près les activités de l'armée du Nord et de le tenir informé des nouveaux développements qu'il souhaite mettre à jour dès que possible. Lee Jun-kyung sollicite l'aide de Sung-gu Hyung pour renforcer le raid. Lee Jun-kyung demande l'aide de Hyung, car il prévoit de s'aventurer dans un donjon de haut niveau avec Lee Jun-kyung. Pendant ce temps, Choi Yong-soo, Jong In-chang et le fondateur de l'armée du Nord se disputent dans leur résidence. Yong-soo est furieux que Choi ne prenne aucune mesure, tandis que Jong In-chang exhorte tout le monde à agir. Les deux groupes ont besoin de se calmer et de se concentrer sur la résolution de leurs problèmes internes. Yong-soo et In-chang ont des opinions différentes et sont sur le point de se battre. Heureusement, Choi intervient et exhorte Chang à se ranger du côté de Yong-soo. Choi insiste sur le fait que ne pas répondre au défi de Lee Jun-kyung entraînera la perte de la fierté de la guilde de l'armée du Nord. Lee Jun-kyung admire les qualités de chef et de combattant de Hyung et l'a vu à l'œuvre pendant le raid, ce qui ne fait qu'accroître son respect pour la guilde. Maître Hyung est une force avec laquelle il faut compter, se déplaçant ensemble en douceur alors qu'il vainquait chaque monstre avec précision et facilité. Mais c'est Hyung lui-même qui se distinguait le plus, avec son épée greffe scintillant au soleil, irradiant une aura de puissance. Lee Jun-kyung n'avait jamais vu une telle puissance. Il ne put s'empêcher de ressentir de l'admiration en voyant Hyung terrasser 5 monstres d'un seul coup de lame. Alors que les attaques se poursuivaient, Hyung encouragea Lee Jun-kyung. Hyung a encouragé Lee Jun-kyung.
pour montrer sa propre force et ses compétences. Lee Jun-kyung a d'abord hésité, car il a toujours été plus un stratège qu'un combattant, préférant rester dans l'ombre et soutenir ses compagnons de loin. Mais, fort de cette confiance retrouvée, Lee Jun-kyung poussa un rugissement féroce et lança sa lance sur les gobelins qui l'entouraient, les tuant tous d'un seul coup. Cet exploit stupéfia tous les autres chasseurs, qui se demandèrent comment il avait réussi à le faire sans utiliser de sort. Le Young leur expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une compétence, mais d'une autorité. Une fois le donjon nettoyé, Young en agrandit un autre, et proposa à Lee Jun-kyung de rejoindre sa guilde en tant que vice-chef de guilde. Malgré son refus habituel, Lee Jun-kyung ne révéla pas la raison de son refus. Dès que Lee Jun-kyung a reçu une notification sur son téléphone indiquant que l'association des chasseurs avait besoin de 100 chasseurs pour franchir les portes, un message est arrivé de l'armée du Nord et Lee Jun-kyung et Hyung s'est rendu compte qu'il pouvait s'agir d'un piège. Malgré le danger potentiel, Lee Jun-kyung s'intéresse de plus en plus à la mission et souhaite y participer. Ailleurs, In-chang est extrêmement frustré par la mission, car il n'en a pas été informé par le maître de la guilde. Il n'a pas anticipé le changement d'attitude de ses amis d'enfance, Choi et Yong-soo, qui cherchent désormais à obtenir des postes élevés pour leur profit personnel. Malgré ses tentatives pour les raisonner, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être sauvés de leur mentalité. Pour l'heure, In-chang ne peut supporter l'idée de laisser les choses en suspens, et ses inquiétudes ne font que croître lorsqu'il reçoit un appel de Lee Jun-kyung et qu'il accepte de le rencontrer. Il accepte de le rencontrer à un certain endroit, après être arrivé à l'endroit convenu. In-chang ne tarde pas à avertir Lee Jun-kyung de la mission, déclarant qu'il pourrait s'agir d'un piège tendu par Choi. Cependant, la curiosité de Lee Jun-kyung le pousse à recueillir plus d'informations, même s'il doit pour cela prendre du retard. Chang est allé jusqu'à insulter la guilde de l'armée du Nord en la traitant de guilde du chaos, soutenue par des forces maléfiques. In-chang entra dans une rage folle et émit une forte intention meurtrière. Mais sa colère se calma lorsque Lee Jun-kyung mentionna une possible corruption dans les négociations de la guilde de l'armée du Nord, mais l'issue resta incertaine. De retour à la guilde, In-chang cherche à découvrir la véritable identité de Lee Jun-kyung. Tout en admirant la force d'In-chang et sa réputation de chasseur émérite ayant vaincu le seigneur démon Avatar et d'autres monstres, Lee Jun-kyung remarque qu'In-chang n'est pas un bon chasseur. Il remarque également qu'In-chang est déterminé, comme le prouve sa défaite contre Choi. Lee Jun-kyung voit le potentiel de Chang et pense qu'il peut aider à équilibrer la guilde de l'armée du Nord, dont la survie dépendait fortement du pouvoir de Chang à cette époque. Lee Jun-kyung a récemment réalisé que la force physique d'In-chang ne suffit pas à vaincre des adversaires puissants lors de ses combats. Ce que Lee Jun-kyung attend d'In-chang, Kang, c'est sa morale. Entre-temps, revenu il y a quelques jours, il a continué à s'entraîner pour améliorer son physique et sa force. Alors qu'il était en train de nettoyer des donjons et de tuer des monstres, sa lance s'est soudainement brisée. Pour la réparer, il fait appel au service du plus célèbre forgeron du futur. En arrivant chez le forgeron, un homme aux cheveux roux nommé Park Jae-hyun, Lee Jun-kyung, découvre qu'il ne gère pour l'instant qu'un petit commerce. Mais d'après l'histoire du roi démon, cela changera sûrement si Park Jae-hyun aide le roi démon jusqu'à la fin. Pour Park, l'arrivée de Lee Jun-kyung a d'abord été étrange. Mais après que Lee Jun-kyung ait expliqué qu'il avait été sponsorisé pour venir ici, Park n'en doutait plus. Le problème étant que Park était mécontent de l'incendie de son atelier qui l'empêchait de fabriquer des outils. Cependant, Lee Jun-kyung lui propose de l'aider à résoudre ses problèmes de magie. Park est émerveillé par la magie du feu avancée de Lee Jun-kyung. Au bout d'une semaine, Park a réussi à créer une lance puissante, qui peut être améliorée par la magie du feu. Plus elle absorbe de feu, plus elle devient puissante. Lee Jun-kyung explore le donjon et réfléchit à la façon de libérer le pouvoir de son bracelet de crâne, mais il n'a pas encore trouvé d'indice sur ses véritables capacités. Lee Jun-kyung a toujours été un travailleur acharné, et il est déterminé à améliorer ses compétences avant son prochain déploiement à la porte. Il a passé des heures à s'entraîner avec sa nouvelle lance. À perfectionner sa technique et à aiguiser ses réflexes jusqu'à ce qu'il soit capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair et avec une précision redoutable. Mais tout cet entraînement a un coût. Lee Jun-kyung n'a pratiquement pas dormi au cours des 2 dernières semaines, se poussant au bord de l'épuisement. Le lendemain, dans sa quête de réparation, Choi demande à tous les membres de la guilde de se mettre au travail. Choi demande à tous les membres de la guilde de se préparer à la mission à venir. Il est persuadé qu'une fois qu'ils auront réussi, l'armée du Nord deviendra la guilde la plus puissante du monde.
dans le monde. In Chang est surpris par l'aura actuelle, Choi se demande comment il n'a pas encore atteint le rang 1. Tandis que Yang Su affirme que tout se déroule selon le plan de la mystérieuse personne, ce qui motive tous les membres à franchir la porte avec excitation. Pendant ce temps, sur le chemin de la porte, Kim a légèrement averti Lee Jun-kyung que la guilde de l'armée du Nord poursuivait la mission, ce qui signifiait qu'il y avait une forte probabilité de mort. Lee Jun-kyung en était conscient. Cependant, il ne pouvait pas permettre à la guilde du Nord de faire à nouveau des ravages. Dans cette situation, Lee Jun-kyung va donner une leçon de valeur à une personne. Alors qu'il s'approche de la porte, il est surpris d'y trouver Hyung, alors que les guildes ne sont pas autorisées dans la région. Hyung conseille à Lee Jun-kyung d'être prudent, car Choi est plus fort qu'il ne le pensait. Il est révélé que Choi a atteint le rang A. Hyung attend que Lee Jun-kyung abandonne, et s'il ne le fait pas, il détruira leur guilde. Lee Jun-kyung a été impressionné par la détermination de Hyung. Avec le bruit retentissant d'un ruisseau, la lourde porte s'ouvrit lentement, révélant un sombre pressentiment de mort. Changement de niveau et traits spéciaux activés. Les chasseurs échangèrent des regards inquiets, en essayant de comprendre ce qui se passait. Choi et ses deux subordonnés gardèrent leur sang-froid et prirent la direction du donjon. Choi éleva la voix, appelant tout le monde à rester calme et à ne pas perdre espoir. Grâce au travail d'équipe, il les a convaincus qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. C'est alors qu'une notification apparut sur leurs écrans. Le seigneur de Riverside tentait de prendre le contrôle de la zone. Il était temps pour Choi d'attendre sa chance de montrer ses compétences en contrôlant le prochain monstre boss. Lee Jun-kyung est en état de choc et ne peut rien faire d'autre que de suivre le mouvement. Choi demande à Young-soo de conserver ses forces un peu plus longtemps, car ils sont prévenus de la vague qui va déferler dans les prochaines heures. Pour éviter d'épuiser leur résistance, Choi décide d'utiliser les chasseurs comme boucliers. De plus, Choi ordonne à In Chang de tuer Lee Jun-kyung. Quoi qu'il en coûte, lors de la première vague, c'est la horde de lézards du monstre marin qui attaque les chasseurs. Bien que connaissant le niveau élevé du monstre, les chasseurs se précipitent dans la bataille et subissent des pertes dues au mystérieux jet d'eau du monstre. Lee Jun-kyung veut les aider, mais il se rend compte qu'il doit garder son endurance pour plus tard. Les membres de l'armée du Nord ont alors lancé une attaque surprise sur les lézards monstrueux de la mer, par derrière, espérant rallier les autres chasseurs et leur remonter le moral avec leurs épées dégainées. Ils chargent sans crainte des créatures redoutables, prêts à tout pour protéger leurs camarades. C'est inspiré par leur courage que Lee Jun-kyung s'est senti. L'adrénaline coulait dans ses veines. Il savait qu'il devait faire sa part dans cette bataille, alors il brandit sa flamme. Il a brandi sa lance flamboyante avec une détermination sans faille et s'est lancé à l'assaut des monstres dans une démonstration de force et d'habileté stupéfiante. Il réussit à abattre plusieurs lézards à la fois, laissant les autres chasseurs dans l'admiration de ses capacités. Alors qu'il le regardait avec stupéfaction, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un nouveau respect pour le jeune homme. Le héros parmi eux, même Chang, qui doutait auparavant des capacités de Lee Jun-kyung, s'étonne de cette évolution inattendue. L'immense force de Lee Jun-kyung s'est révélée inestimable lors de la première vague. Une bataille qui s'est heureusement terminée sans causer de pertes significatives. Bien que Lee Jun-kyung ait utilisé la majeure partie de son endurance pendant le combat, son niveau a augmenté, et sa force est devenue de plus en plus impressionnante. Lee Jun-kyung se réjouit d'avoir réussi à attirer l'attention de partisans potentiels qui ont été impressionnés par ses actions héroïques. Il pense qu'avec leur soutien, il pourra devenir plus fort et mieux protéger ceux qui en ont besoin. Cependant, les espoirs de Lee Jun-kyung ont été anéantis lorsque la chute du ciel s'est assombrie, ce qui a poussé tous les partisans à se retirer, offrant leur soutien. Il est devenu évident que la force n'est pas favorable à son ambition, ce qui amène Lee Jun-kyung à se demander s'il pourra un jour atteindre son objectif de devenir un véritable héros. Quelque temps plus tard, de nombreux chasseurs commencent à s'approcher de Lee Jun-kyung et à lui offrir leur aide. Choi est dégoûté par la sympathie que Lee Jun-kyung reçoit, car cela interfère avec son plan. Cependant, il rassemble ses forces et tente de motiver les chasseurs pour qu'ils survivent une fois de plus à la 5e vague, malgré la mort de 4 d'entre eux. Malgré la fin de la 5e vague, le boss du donjon est finalement apparu sous la forme d'un golem d'eau. Sa force a augmenté et il est devenu invincible au contact de l'eau, ce qui a rendu la situation encore plus désastreuse. Les chasseurs se demandaient comment ils avaient pu le vaincre. D'un seul coup d'eau mortel, le golem peut facilement détruire les golems.
Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'attaquer. Les attaquants et les chasseurs à distance lancent leurs attaques sur le monstre, mais elles ne semblent pas avoir d'effet. Seule la lance de Lee Jun-kyung a réussi à atterrir devant le golem, expliquant que pour blesser ce monstre, les chasseurs doivent enduire leurs armes de magie. Après avoir reçu l'ordre, tous les chasseurs ont essayé et ont été surpris de constater qu'ils pouvaient utiliser la compétence classée. La suggestion de Lee Jun-kyung d'enduire leurs armes de magie s'est avérée efficace pour blesser les golems d'eau, mais le défi était que ces monstres avaient un taux de régénération rapide. C'est alors que Lee Jun-kyung comprit que la vulnérabilité des golems d'eau se trouvait en son cœur. Il attendit patiemment le bon moment pour que le noyau s'ouvre, et lança sa lance de toutes ses forces. Le puissant Lee Jun-kyung lança sa lance de toutes ses forces et trouva enfin sa cible. En pénétrant dans le cœur de l'eau, le golem parvint à vaincre le boss du milieu, Donjon. En guise de récompense, il a reçu de précieuses gemmes d'eau et a gagné un niveau important. Son exploit a attiré l'attention de certains supporters qui n'ont pu s'empêcher d'être impressionnés par la performance exceptionnelle du jeune homme. Les autres chasseurs commencèrent à comprendre que Lee Jun-kyung n'était pas un chasseur ordinaire. Pas un chasseur ordinaire, mais un chasseur de rang S, il y a à peine 2 mois, ce qui faisait de lui un super débutant. S'approchant de Choi par derrière, un Chang lui demande de promettre de se rendre. Bien que de nombreux chasseurs aient perdu la vie, Choi reste immobile. Mais il s'est approché pour se faire insulter par les autres membres de la guilde, ceux qui l'ont mis en colère. En réponse, Choi déclare qu'ils travailleront plus dur et deviendront des héros. Lorsqu'il se retourne, In Chang a déjà disparu, mais Choi n'est pas perturbé par son départ. Les membres de l'armée du nord de la guilde s'engagent alors dans un combat contre les monstres, mais ils se rendent compte que leur niveau est bien inférieur à celui de Lee Jun-kyung. Dans une démonstration de force implacable, Lee Jun-kyung Il s'est lancé dans une folie meurtrière en éliminant des centaines de monstres. Bien qu'il ait épuisé toute son endurance, il est déterminé à monter en niveau et à devenir plus fort. Mais soudain, il est surpris par l'apparition d'une femme qui lui vient en aide. À sa grande surprise, il revêt les vêtements de Chang, révélant que la personne derrière Basimask est en fait une femme et non un homme. Le changement de guilde a entraîné la perte de plusieurs chasseurs et une humeur sombre s'est emparée du groupe. Alors que les chasseurs pleurent leur perte, certains membres de l'armée du Nord rabaissent Chang, le traitant de traître. Malgré ce traitement douloureux, In Chang reste ferme dans sa décision. Sachant qu'il avait suivi son cœur en rejoignant Lee Jun-kyung et qu'il était inspiré par la détermination inébranlable de Lee Jun-kyung. Après une courte pause, le boss du donjon apparut enfin. Les chasseurs se préparèrent à affronter le boss final du donjon, mais ils furent choqués par l'apparence colossale du serpent qui les surplombait. Avec sa présence menaçante dans Chang partage avec Lee Jun-kyung l'idée que Choi a élaboré un plan pour vaincre les monstres. Choi a élaboré un plan pour vaincre les monstres, ce qui insuffle un nouveau sentiment de détermination aux jeunes chasseurs. Tandis que l'autre partie donne des ordres non conventionnels, révélant leur intention de manipuler le boss du donjon à leur avantage. Choi fait appel à ses compétences, conjurant la pluie pour soutenir le boss dragon déjà redoutable. De plus, les chasseurs se préparent à un combat qui s'annonce difficile. Il y a une forte tempête de pluie, mais les pouvoirs à base d'eau sont efficaces contre les monstres de la barrière. Lee Jun-kyung, frustré et en colère, s'élance sur Choi, déterminé à abattre le responsable de leur situation difficile lors du prochain combat. Le boss du donjon fait en sorte qu'il soit presque impossible d'abattre sa cible. Déterminé à ne pas se laisser abattre, Lee Jun-kyung a recours à des actions désespérées, déployant des stratégies téméraires et non conventionnelles pour tenter de vaincre. Le choix de Lee Jun-kyung conçoit un plan audacieux pour vaincre Choi, qui consiste à l'attirer dans l'estomac d'un monstre pour maximiser sa puissance de feu. Pendant ce temps, à Chang, il a jeté son dévolu sur Yong-su, qui s'est engagé dans une bataille féroce et passionnante. Chaque soldat se révèle être un adversaire de taille en ternissant les puissantes attaques de l'autre. Dans le ventre du monstre, Lee Jun-kyung profite d'enflammer l'intérieur sec avec sa capacité de feu. Le pouvoir de Shui est affaibli par la chaleur intense qui peine à suivre l'intensité du feu. La scène est pleine de tension alors que Lee Jun-kyung se bat pour vaincre le monstre et éliminer Choi une fois pour toutes. Pendant ce temps, Lee Jun-kyung devient de plus en plus fort alors qu'il combat Choi dans une bataille féroce. Dans un moment de désespoir, Choi lance une attaque téméraire. Mais Lee Jun-kyung riposte rapidement en donnant un puissant coup de lance dans l'estomac de Choi. Le bracelet de squelette.
Lee Jun-kyung commence alors à réagir pour absorber l'âme de Choi, confirmant la rumeur selon laquelle le bracelet ne peut absorber que l'âme d'un héros. Lorsque Lee Jun-kyung accepte une tournure irréelle des événements, ils meurent tous les deux, laissant Lee Jun-kyung contempler les conséquences de leurs actes. Le livre du roi démon ne mentionne pas que les partisans ne meurent jamais, ce qui surprend Lee Jun-kyung, car les partisans meurent en même temps que leurs héros. Soudain, un corbeau émerge de l'âme de Choi et révèle son objectif. Lee Jun-kyung déclare son ambition de devenir le plus puissant chasseur au-delà du roi démon. L'oiseau disparaît alors. Dans un mouvement soudain, Lee Jun-kyung tranche Yong-soo d'en haut, mettant fin à ses mauvaises intentions à l'égard de Lee Jun-kyung. Quelles que soient les conséquences de ces actes, Lee Jun-kyung n'a aucun regret car il pense que c'était une punition légale pour Yong-soo. Le Skull Bracelet a réagi en dévorant l'âme de Yong-soo, ce qui a finalement permis de résoudre le problème de la mort de Yong-soo. Ce problème, estimant qu'il n'avait plus rien à offrir. In-chang a exprimé son intention de se retirer de la chasse. Mais Lee Jun-kyung voyait en lui un potentiel et voulait l'empêcher de partir, sachant qu'il pourrait devenir un grand chasseur à l'avenir avant qu'il ne doive l'aider à se calmer après un combat acharné. Lorsqu'ils sont sortis du sous-sol, un groupe de journalistes s'est pressé autour d'eux, désireux d'interviewer la nouvelle superstar de la chasse. Les journalistes s'enquirent de l'endroit où se trouvait Choi et demandèrent pourquoi il n'était pas revenu. À son attention, Young a rapidement saisi l'occasion et éleva Lee Jun-kyung au rang de héros du donjon. Cette soudaine tournure des événements a choqué les journalistes qui n'avaient pas réalisé que Lee Jun-kyung était déjà un célèbre super débutant. Mais Lee Jun-kyung ne pouvait s'empêcher d'être irrité d'apprendre que sur les 110 chasseurs qui étaient entrés dans le donjon, seuls 39 avaient réussi à survivre jusqu'à la fin. Dans un autre lieu, des corbeaux qui apparaissent est apparu pendant la bataille, a rapporté l'incident au président de l'association. Ce dernier a salué Lee Jun-kyung comme une sorte de dieu. Dans un autre lieu, Chang apparaît agité et visiblement faible. Bien qu'il ait été trahi, sa guilde lui manque toujours. Soudain, un ancien membre de l'armée du Nord s'approche de lui par derrière et l'encourage à garder espoir, lui assurant qu'il est innocent. Et que c'est le chef de la guilde qui a tort, il l'exhorte à ne pas perdre espoir. Pendant ce temps, Lee Jun-kyung et Young discutent de l'actualité, et il est révélé que Lee Jun-kyung a gagné le surnom de l'Outsider. Kyung affirme avec passion que ce surnom ne convient pas à Lee Jun-kyung, mais ce dernier semble perdu dans ses pensées. Sans y prêter attention, Lee Jun-kyung lâche soudain une bombe en exprimant son désir d'utiliser l'expression étrangère « faire le héros ». Kyung a l'air surpris et effrayé, le visage tordu. Avec horreur, la pièce se tait et le seul bruit est la respiration lourde de Lee Jun-kyung. Son aura s'étend et donne l'impression qu'il est prêt à libérer sa colère sur la personne qu'il vise. Lee Jun-kyung demande froidement si vous êtes membre d'Asgard. Ses yeux se posent sur Young, essayant de lire sa réaction. Young a l'air d'un cerf pris dans les phares. Son esprit s'efforce de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Il était clair que cette information n'était pas très connue, et la réaction de Young en était une indication claire. Il a été révélé plus tard que Lee Jun-kyung avait rencontré Heimdall, le chef d'Asgard. Alors qu'il était déjà membre de l'organisation, il a exprimé son désir de rejoindre Asgard, un groupe composé des chasseurs les plus compétents. Au début, In-chang est réticent, car il hésite à faire confiance à une organisation en raison de ses expériences passées avec des guildes corrompues. Bien qu'il ait des doutes sur la capacité de Lee Jun-kyung à gérer un objectif important, In-chang semble mal à l'aise et ne sait pas quoi faire. Lee Jun-kyung a fait une déclaration inattendue, affirmant qu'il venait de l'avenir et qu'il annonçait une guerre imminente. Il les a exhortés à travailler ensemble pour surmonter ce défi. Bien que la suite de la conversation ne soit pas claire, Lee Jun-kyung a déclaré quelque chose d'inattendu. Même si l'issue de leur discussion est incertaine, Lee Jun-kyung n'a pas perdu de temps et est immédiatement rentré chez lui en essayant d'invoquer son avatar lorsque Lee Jun-kyung a activé l'avatar. Il s'attendait à ce que le dragon d'os apparaisse. Mais à sa grande surprise, seule une tête de mort apparut. Malgré tout, il était déterminé à régner sur le monastère d'énergie, ce qui exigeait précision et contrôle. Malheureusement, les instructions du livre manquent de détails, ce qui le frustre et l'empêche de savoir comment procéder. Alors qu'il se sentait vaincu, il a reçu un message de Kim lui proposant de l'emmener à l'association. Le cœur de Lee Jun-kyung bondit à la perspective de rencontrer le président de l'association, Jang Hyojin.